Bonjour à tous, Mathéis Moufflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Alors cette semaine, au menu du jour, on a l'or, il y a beaucoup à dire, le gaz, le cacao et le pétrole. C'est parti. Alors l'or, pour la première fois depuis 10 jours maintenant, il tente de respirer, mais il est reparti à la hausse déjà ce mercredi, on a eu des nouveaux records. Alors on va voir un peu pourquoi est-ce qu'il y a eu cette respiration et pourquoi est-ce qu'il repart. Alors on va commencer par parler des banques centrales qui commencent à réduire leur bilan, notamment la Fed qui commence à vraiment réduire son bilan, c'est ce qu'on voit ici en bleu, donc avec la courbe en bleu qui est le bilan des grandes banques centrales, et en jaune le cours de l'or. Et donc on voit que depuis le mois d'octobre, il y a une belle réduction des bilans des banques centrales, et donc notamment de leur détention d'or, en fait, tout simplement, ce qui est plutôt une pression baissière pour l'or. En plus de ça, les taux des obligations à 10 ans américaines augmentent. C'est ce qu'on voit dans ce graphique où en bleu, en pointillé en bleu, vous avez le taux des obligations américaines à 10 ans. Alors faites attention, l'échelle est inversée, donc plus on va vers le bas et plus le taux des obligations augmente. Donc là on a 4% ici et 4,25% en bas. Donc depuis le mois de septembre, on a une baisse on a une augmentation des obligations. On est passé de 3,75% à 4,1%. Le taux effectif prévu par la Fed pour la fin de l'année est désormais d'ailleurs de 4,4%, alors qu'il était de 4% en septembre. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que l'or et les obligations sont en concurrence en termes de valeur refuge. Et donc le problème, c'est que l'or ne rapporte pas d'argent à celui qui le détient, alors que les obligations rapportent de l'argent sous forme de coupons. Et donc plus le taux des obligations augmente, et plus ça rend les obligations relativement intéressantes par rapport à l'or. Donc quand les taux augmentent, en fait, c'est assez négatif pour l'or pour cette raison. Donc ça fait une pression baissière supplémentaire. En plus de ça, la volatilité implicite de l'or, des prix de l'or, commence à diminuer. C'est ce qu'on voit en bleu ici, vous avez la volatilité implicite à 3 mois, en jaune vous avez toujours l'or, et donc ça commence à diminuer depuis le mois d'octobre, ce qui pourrait suggérer une légère surévaluation de l'or, ou en tout cas une pause, un attentisme des investisseurs qui s'attendent à moins de volatilité, notamment moins de volatilité à la hausse pour les cours de l'or. Cela dit, il y a quand même des catalyseurs haussiers. Le premier, c'est une tendance de fond, la tendance de la détention des ETF qui détiennent de l'or. Donc en bleu, en pointillé, vous avez la détention en tonnes d'or des ETF et en rouge, le cours de l'or. Et donc on a une tendance de hausse de détention des ETF depuis la mi-2024. Et ça continue. Donc là on est à 83 millions de tonnes d'or détenues par les ETF. Le record date d'il y a quelques années, il était de 110 millions. Donc il y a encore de la marge à la hausse pour la détention d'or par les ETF. Mais bon, on est toujours sur une tendance haussière qui soutient le cours. Et en plus de ça, on a la saisonnalité. Alors l'or, pour la première fois, s'est redressé en septembre. C'est la première fois depuis 2016 où l'or avait gagné 0,5% en septembre. Et encore, c'était seulement 0,5%. Pour avoir une hausse significative du cours de l'or en septembre, c'était en 2012. Donc c'est arrivé pour la première fois en 12 ans. Et les meilleurs mois de l'or arrivent plutôt en fin et en début d'année, donc en fait en décembre et en janvier, qui sont plutôt les meilleurs mois de l'or, donc il pourrait y avoir une aide par la saisonnalité des cours de l'or pour la fin et le début d'année prochaine. Maintenant on va parler du gaz naturel. Alors pour le gaz naturel, on a un gaz qui avait beaucoup augmenté ces dernières semaines et qui est désormais sous pression, notamment à cause de l'offre et de la demande. Pourquoi? Parce que la consommation de gaz diminue, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, sur ce graphique, on peut voir en gris, en haut, c'est la moyenne à 5 ans, le plus haut des 5 dernières années de la consommation, et en bas, c'est le plus faible des 5 dernières années, et en vert, c'est cette année. C'est la même chose pour les trois graphiques. Et donc ce qu'on voit, c'est que ici, vous avez la consommation totale de gaz, ici, la consommation de gaz qui sert à faire de l'électricité, et ici c'est la production de gaz, et donc on a une consommation de gaz qui diminue légèrement, c'est ce qu'on voit ici et ici, on a une consommation de gaz qui diminue, alors que la production de gaz, elle, reste stable à environ 100 milliards de pieds cubes. Donc quand on a une production qui diminue, et une production qui reste stable, et une consommation qui diminue, c'est plutôt une pression baissière pour le prix. C'est pour ça qu'on a
eu un prix du gaz qui a chuté à 2,5 $ pour le contrat de novembre. Et en plus, à partir du mois de janvier, on a plusieurs mois de backwardation qui sont prévus. Alors la backwardation, c'est quand les prix du spot sont supérieurs au prix des contrats futurs. Ça veut dire qu'on considère que l'offre sera inférieure à la demande dans le court terme. C'est assez normal, hein, parce qu'on s'attend à ce que la demande augmente en janvier, parce que ce sera la saison de chauffage, on sera en plein milieu de la saison de chauffage, alors que la production restera sensiblement la même. Au niveau de la saisonnalité, des baisses ont souvent lieu entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. C'est aussi ce qui s'est passé l'année dernière. Et donc ces baisses seront par contre conditionnées par la situation météorologique. L'année dernière, on a eu des mois de novembre et de décembre qui ont été particulièrement chauds, ce qui a réduit la consommation. Techniquement, on a un support à 2,5 $ qui est devenu une résistance parce qu'il a été franchi. Si on franchit cette résistance, on pourrait aller chercher les 2,65 $ qui sont ici, et sinon on a un support à 2,225. Maintenant on va parler du cacao. Alors le cacao, c'est quelque chose, vous le savez, où on a eu des stocks qui sont extrêmement bas et qui sont toujours plus bas, alors que pourtant on a commencé la saison de récolte, c'est ce qu'on va voir maintenant, avec des stocks qui sont au plus bas depuis 2008, malgré le début de la saison de récolte. Donc vous avez en bleu le stock et en rouge le prix du cacao, et en bleu, faites attention, l'échelle est inversée, plus la courbe est haute, et moins il y a de stock. Donc là on a 2 millions de tonnes de stock, et ici on a 1 million de tonnes, et donc ce qu'on voit c'est que les stocks sont à 2 millions, c'est ce qu'on voit ici, alors qu'il y a 2 semaines, alors que la saison de récolte n'avait pas encore vraiment commencé, on était à 2,2 millions, donc il y a moins de stock maintenant que quand on n'avait pas encore commencé la saison de récolte. Alors, les livraisons de cacao du 7 au 13 octobre ont totalisé environ 87 000 tonnes, et donc depuis le 1er octobre, on est à peu près 100 000 tonnes, alors qu'à la même période l'année dernière, on était à 114 000 tonnes. Donc on a une baisse des livraisons par rapport à l'année dernière. Par contre, on a des fortes pluies en Afrique de l'Ouest qui pourraient améliorer les rendements long terme du cacao. Par contre, ces pluies pourraient retarder la prochaine récolte, et non seulement elles pourraient retarder la prochaine récolte, mais en plus, elles pourraient entraîner des retards dans le transport des récoltes, parce que les infrastructures ne sont pas faites pour encaisser des pluies pareilles à cette saison. Maintenant, on va parler du pétrole, avec une demande qui risque de ne pas être aussi élevée que ce qu'avait prévu l'OPEP. Alors déjà, géopolitiquement, le Washington Post a rapporté qu'Israël n'aurait pas l'intention d'attaquer les infrastructures pétrolières de l'Iran, ce qui a entraîné une chute des prix ce mois-ci. On a eu un Brent à plus de 80 $, un WTI à 78, maintenant respectivement ils sont environ à 74 et 72, si je ne me trompe pas. Donc on a eu une belle baisse depuis cette news. L'OPEP a décidé de réduire ses prévisions de demande pour 2024 et 2025 de 100 000 barils par jour. Il s'agit de la 3e révision de baisse des prévisions de demande, et en plus de ça, l'OPEP a également revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande pour 2025. Et donc l'OPEP prévoit désormais une croissance de 1,6 million de barils contre 1,8 million de barils précédemment. Donc on a des prévisions de baisse de la demande qui sont assez importantes. En plus de ça, on a le rapport de l'OPEP qui montre également que les pays comme l'Irak, le Kazakhstan et la Russie sont en train de produire plus que ce qui était prévu par les agréments, l'accord de l'OPEP. Donc on a une production qui est supérieure à ce qui est prévu, et une demande qui est inférieure, ou qui risque d'être inférieure à ce qui était prévu. Au niveau du calendrier, l'OPEP+ devrait commencer à augmenter sa production à partir du 1er décembre. Le cartel élargi devrait également se réunir le même jour pour discuter de la politique de production pour 2025. Techniquement, si on casse le support à 70,7, on pourrait aller chercher le retracement à 23,6% de Fibonacci qui est à 70, puis un support oblique qui est ici vers 67 $, et enfin le retracement à 0% vers 65. Si on monte, on a une résistance à 72,5 qui est ici, puis à 75, et enfin on a une résistance à 77. Ça c'est pour le WTI, pas pour le Brent, hein. On parle du WTI ici. Donc j'en conclus ici. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds toujours à tout. C'était Mathis Mouflet pour XTB.